notre slogan, une vision pour l'Afrique. C'est à Paris, dans la capitale française, à l'Hôtel de l'Industrie, qu'a eu lieu le lancement de l'association Africa Maono, créée en juillet 2015 à Paris. C'est une initiative des anciens étudiants en exécutif master politique et management du développement à Sciences Po Paris. Africa Maono est dirigée par l'Ivoirien Touré Mamadou, conseiller technique chargé de la jeunesse et des sports du président Alassane Ouattara. Dans son discours, il donnera l'origine de sa nomination. La dénomination Africa Maono est obtenue à partir d'Africa, qui ramène donc à notre continent l'Afrique, et de Maono, qui est un terme swahili qui signifie vision. D'où notre credo, notre slogan, une vision pour l'Afrique. Africa Maono entend peser pour un meilleur devenir du continent africain. Quels sont nos objectifs? Nous voulons incarner et encourager les transformations positives qui agitent le continent africain. Élaborer des stratégies et déployer des actions ancrées dans les réalités du terrain qui permettront à l'Afrique de devenir leader. Nous avons aussi une vision et une conviction. Il est évident pour nous d'affirmer que l'Afrique percée de l'humanité sera certainement l'avenir de l'humanité. Un panel de personnalités de renommée internationale ont intervenu au cours de cette conférence dont le thème « L'Afrique moteur du monde » a été suivi par un public attentif. Après avoir été longtemps marginalisée internationalement et stagnante, le décollage économique du continent est une réalité depuis une décennie. Ouma Tatami, ancien premier ministre malien, conseiller spécial du gouverneur de la BCEAO, a intervenu sur le thème « La transformation de l'économie africaine ». L'Afrique connaît un épisode de croissance ininterrompue depuis la fin des années 90. Le produit intérieur brut du continent s'est accru en moyenne de 5,4% par an depuis 1997, soit 2 fois plus vite que pendant les 20 années précédentes. 6 des 10 pays dans le monde qui ont cru le plus vite, qui ont connu la croissance la plus élevée dans les années 2000 étaient en Afrique. Le regard sur l'Afrique a changé. On a commencé à réaliser que le continent avait un PIB qui était équivalent à celui du Brésil, qui était supérieur à celui de l'Inde ou de la Fédération de Russie, que l'Afrique comptait 52 villes de plus d'1 million d'habitants, que l'accélération de la croissance avait une base géographique qui était relativement large et avait concerné 27 des 30 principales économies du continent. On a réalisé que la région attire des flux de capitaux privés qui sont tout à fait importants, d'environ 50 milliards de dollars par an, soit 5 fois plus que durant les années 90, et que les ménages africains investissent dans l'éducation et dans une éducation de plus en plus précoce. C'est un changement. Nous avons une population jeune et mieux éduquée. L'empreinte économique de cette population est appelée à s'élargir. L'Afrique disposera, à l'horizon 2050, selon toutes les projections qui sont faites, et avec l'inertie des variables démographiques, de la population active la plus importante, 1,22 milliard, soit une population qui sera une population active qui sera supérieure à celle de l'Inde, qui sera à peu près à 1,14 milliard, et à celle de la Chine à 790 millions. C'est maintenir la stabilité macroéconomique, je crois que c'est une exigence. Poursuivre sur la voie de la mise en œuvre d'infrastructures de qualité, développer le capital humain. Je pense que tout le monde comprend bien que cette jeunesse, pour qu'elle ne devienne pas un facteur négatif, pour qu'elle ne devienne pas un facteur d'instabilité, il faut l'éduquer. Il faut l'éduquer de façon à ce qu'elle soit disponible pour des emplois de qualité. Il faut améliorer drastiquement le climat des affaires, diversifier la base productive. Un certain nombre de pays sont en train de s'y atteler, l'Éthiopie, le Kenya, la Tanzanie, l'Afrique du Sud, intégrer les chaînes de valeur mondiales, construire des chaînes de valeur régionales autour de pilotes. On l'observe au Kenya, on l'observe autour de l'Afrique du Sud, on pourrait l'observer demain autour de la Côte d'Ivoire, et donc promouvoir cette industrialisation, et enfin réduire les inégalités sociales qui sur notre continent sont tout à fait importantes. Il n'est pas interdit de réviser une constitution, c'est même conseillé.
Mais on révise une constitution pour faire avancer la société. Pour réviser une constitution, ça ne peut pas être une bouée de sauvetage où des dirigeants arrivés au terme de leur bien souvent long, très très long mandat constitutionnel. Donc la révision ne peut pas ramener un pays au Moyen-Âge, mais les propulser vers l'avenir. Une révision doit prendre en compte l'évolution des mentalités de la société, intervenir après une campagne et un débat contradictoire, surtout si elle est initiée par un référendaire. Elle doit prendre en compte l'intérêt général et non pas les intérêts particuliers. À ce titre, elle ne doit pas exclusivement cibler, comme bien souvent hélas le cas, les articles de la Constitution portant sur la limitation du nombre de mandats. Une révision constitutionnelle doit élargir le champ des libertés. Elle doit être une bouteille d'oxygène, c'est un bon d'air frais. La révision constitutionnelle ne doit pas être un univers concentrationnel. Je vais vous donner un exemple. C'est le 13e amendement à la loi suprême de la Constitution américaine a ainsi permis d'abolir l'esclavage et la servitude involontaire en 1865. On peut dire que cet amendement a fait faire un grand pas aux États-Unis et à l'ensemble de l'humanité. Au-delà des révisions ou tentatives de révision constitutionnelle tonitruantes, plusieurs autres sujets de controverse nous semblent devoir retenir l'attention au cours des prochaines années. Il s'agit de ce que j'appelle le triplé usure du pouvoir, mode de scrutin et durée des mandats, auquel on peut ajouter l'âge d'application. Alors ces quatre marqueurs permettent de mesurer le degré d'ouverture et de frilosité d'un système politique. Alors, le Togo et la Gambie sont les deux seuls pays d'Afrique de l'Ouest ayant opté pour un scrutin uninominal à un tour. Et ce sont les deux seuls pays de la région de l'Afrique de l'Ouest, de l'espace CEDEAO, où le nombre de mandats est illimité. La CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, a bien décidé l'année dernière de les amener à rejoindre la norme régionale, mais ça a été jusque-là sans succès. La sécurité. Pour qu'il y ait développement, il faut qu'il y ait sécurité. Est-ce qu'on peut raisonnablement envisager le développement, devenir le moteur de l'Afrique si cette question sécuritaire n'est pas résolue? Je préfère ne pas vous faire l'insulte de vous présenter le ministre Cheikh Tidiane Gadio, que tout le monde connaît, qui est un peu le loup blanc dans cet environnement-là. Cheikh Tidiane Gadio, s'il vous plaît. L'Afrique ne peut être l'avenir stratégique du monde que si nous sommes en mesure de relever deux grands défis parmi tous les autres. Le défi de l'unité et le défi de la sécurité. Je pense que l'Afrique souffre essentiellement d'un déficit grave et persistant de leadership. Tout le monde est d'accord que nous sommes le continent qui, presque de façon insolente, est doté de ressources, de potentiel, de développement qu'on ne trouve presque nulle part ailleurs dans le monde. En termes de millions, dizaines de millions, voire centaines de millions de cadres de la diaspora de la 6e région, l'Afrique est aussi championne du monde de ce point de vue. Alors qu'est-ce qui nous manque? Pourquoi nous avons tous ces problèmes? Le manque de leadership a mené à un manque de vision qui se traduit concrètement par un manque de stratégie. Et le mot est lâché. L'Afrique n'a pas de stratégie. Et donc je partage absolument le sous-titre de votre conférence, un continent prospère dans un territoire sécurisé. C'est ça, donc, je pense que notre continent, peut-être à son insu, est en passe de devenir l'épicentre du terrorisme mondial. Les terroristes ont compris ce que nos turiféraires de la souveraineté et de l'indépendance peinent à comprendre. La mutualisation n'est plus un libre choix ou une option parmi d'autres. Elle est devenue une obligation pour notre survie. Où on se met ensemble, où on périt ensemble. Donc on y est très rapidement. Pour les droits de moyens, les Nations Unies dépensent 7 milliards de dollars par an pour la paix en Afrique, pour le maintien de la paix. 7 milliards. Et plus de 100 000 soldats dans les missions de paix. Quand on donne la moitié
c'est-à-dire 3,5 milliards de dollars, on crée des forces régionales panafricaines sous le même drapeau, sous le même gouvernement, sous le même entraînement, et nous allons régler nous-mêmes nos problèmes de sécurité. Personne, les Chinois, les Américains, les Français, les Anglais, tous nos amis à travers le monde, ne pourront régler nos problèmes de sécurité à notre place. C'est l'Afrique qui doit défendre l'Afrique. On ne peut pas sous-traiter sa sécurité avec des amis. Pourquoi nous-mêmes, avec plus de 2 millions de jeunes Africains sur les drapeaux, c'est ce qu'on disait en 2006. Pourquoi on ne peut pas prendre en charge la défense de notre continent? Je pense qu'on a assisté à une conférence remarquable. Moi, ce qui m'a plu, c'est la qualité des jeunes qui l'ont organisée et le fait que les thématiques, les 3 thématiques, à savoir sécurité, l'économie et la liberté, la démocratie, ça se tient. J'aurais jamais pensé que ça pouvait se tenir, mais j'ai trouvé qu'il y a une bonne prestation des différents intervenants, mais également l'assistance. Vous avez vu, la salle, elle est pleine. C'est rare à Paris, surtout qu'il fait froid en ce moment, et j'ai trouvé remarquable, je rends hommage, moi, enfin Africa Maono, d'avoir organisé cette conférence. Je voudrais d'abord féliciter ceux qui ont organisé ce panel. Pour une première fois, je vois un think tank qui organise des débats en parlant d'une vision nouvelle pour l'Afrique. Et ceci est important parce que on ne peut pas passer notre temps à décrire le tableau noir de l'Afrique en disant que l'Afrique est toujours le dernier de la classe sans pour autant développer des perspectives. Mais aujourd'hui, ce think tank travaille à la prospective, c'est-à-dire en parlant d'une vision pour l'Afrique. C'est pourquoi je dis, on ne peut pas parler aujourd'hui d'une Afrique émergente sans pour autant parler de l'économie, de la transformation structurelle de l'économie, sans pour autant parler de la sécurité, sans pour autant parler de la démocratie, mais aussi de l'investissement au niveau du capital humain. C'est pourquoi je pense que nous devons tout faire pour que les dirigeants actuels ne puissent pas se tromper de paradigme. Ce panel, c'est tellement important et qu'on devrait quand même multiplier ces genres de panels pour que toute l'Afrique puisse bénéficier de cette expertise afin que le développement au niveau de l'Afrique puisse aller de l'avant. Je sens que les perspectives pour l'Afrique sont bonnes. On a donné les grandeurs tout à l'heure. Plus de la moitié de la population africaine est jeune. On a évoqué aussi le poids des sociétés civiles dans nos pays. Il faut qu'une bonne partie de nos populations s'imprègne, c'est-à-dire s'engage dans la vie politique pour peser, pour revendiquer, pour dire où est-ce qu'ils souhaitent être conduits. C'est en cela que les politiques aussi, peut-être, fléchiront leur position, réfléchiront à 2 fois avant de procéder à des ajustements qui ne vont pas dans le sens souhaité par la majorité des populations. Ce panel était d'abord de réunir dans cette salle les meilleurs experts sur les questions que nous avons voulu développer, réunir un public de qualité et nous sommes satisfaits de par les échanges. Au-delà des diagnostics, il y a eu des approches de solutions nouvelles qui ont été préconisées par nos différents conférenciers. Et nous allons poursuivre parce que notre objectif aussi c'est de contribuer positivement par les débats, par la réflexion, par la production, par des actions à impact avéré au changement. Africa Maono, notre credo, notre slogan, une vision pour l'Afrique.